Alors d'habitude, les médias, et surtout les médias financiers, ils sont toujours sur la réserve, ils aiment prendre leur temps, surtout quand il s'agit d'informations négatives, hein. Ne partons pas à s'imaginer des fantaisies, observons tranquillement, ne faisons pas de suppositions à la hâte, etc. etc. Et bah dernièrement, ça n'a pas du tout été le cas. Et on a même vu ce qui normalement sont des gros mots hein, pour ce genre de médias, comme récession, oh pardon, un petit coup dans le micro, comme récession, crise, crack, qu'est-ce qui se passe, oh là, les gros termes qu'on n'aime pas entendre. Donc bah, on va regarder tout ça dans cette vidéo, c'est le but de cette vidéo. Alors, on va essayer de parler de tout ça sans trop parler du problème sous-jacent, qui est un peu le gros éléphant qui est au milieu du couloir, on va essayer de l'éviter. Donc le problème sous-jacent étant bien entendu les problèmes sur notre système monétaire, qui sont des problèmes qui durent depuis maintenant 2006. Ça fait 18 ans que notre système monétaire a des soucis, c'est toujours pas réglé, on a toujours des gros soucis. Nous sommes dans une dépression économique dont il faut surtout ne rien dire, taire le nom, chut, ne disons pas ça. Si on le dit, il y a cette croyance hein, que si on le dit, ça va ne faire qu'aggraver les choses. Donc ne le disons pas, voilà, on est peut-être en train de rentrer dans une autre énième récession, bref, passons. Donc voilà, bon. Donc on va éviter de parler de ça, on va essayer de se concentrer sur ce que disent les médias et regarder un petit peu ce qui se passe. Et espérons que ça fasse une belle vidéo. Donc, d'abord, on apprend qu'il s'est passé des choses sur le marché japonais. Donc voici le Nikkei 225 qui est la principale place boursière de Tokyo. Et on voit que donc, le dernier point haut c'était le 11 juillet à 42 224 et que depuis le 11 juillet, ça c'est bien, ça a bien chuté. Ça avait atteint le point le plus bas le 5 août à 31 458. Donc de 42 224 à 31 458, ouais, ça fait un quart de perte, 25% de perte. Bim Coup de tatane, perte de 25%. Waouh, c'est assez douloureux. Et surtout, il y a cette belle chute là, à partir du 31 juillet, là, bim, boum, boum, en 3 séances, il y a presque 20% de perte. Oui, ça saigne sur le marché japonais. Alors, pourquoi est-ce que ça a saigné comme ça sur le stock japonais? Eh ben, j'aimerais qu'on revienne, moi, à cette date pour en parler. J'aimerais qu'on revienne à cette date du 11 juillet et savoir que le 11 juillet, il y avait ce document qui sortait, donc qui est du bureau du Labor of Statistics américain. Donc voilà, c'est une agence gouvernementale sur l'emploi et qui fait des statistiques sur l'emploi, et non pas que sur l'emploi, mais tout ce qui est autour de l'emploi. Donc vous voyez, hein, c'est daté du 11 juillet. Et en fait, ça me parle du fameux CPI, ça me parle des chiffres de l'inflation. Enfin, non, pas de l'inflation, hein, oulala. Pas de l'inflation, ça me parle des chiffres de la montée des prix. Donc en gros, c'est l'INSEE américaine qui me parle de comment évoluent les prix. Voilà. Et donc, il y a tout ce tableau-là qui me sort. Et en fait, dans ce tableau-là, il y a une petite bombe. Il y a une petite bombe qui est un énorme voyant rouge que la plupart de ces médias ont raté, mais que certains n'ont pas raté. Et cette petite bombe, c'est quand on regarde donc dans tout leur liste, ils calculent leur inflation sur un petit peu tout un tas d'objets différents. Et il y a cette catégorie-là qui est tous les objets sauf la bouffe et l'énergie. C'est ce qu'ils appellent, si vous entendez parler du core CPI, le cœur, je ne sais pas trop comment traduire en français, le cœur de l'inflation. En gros, c'est ce que fait l'INSEE fait pareil, hein, c'est-à-dire l'inflation, mais on enlève la bouffe et l'énergie, ce qui nous fait toujours très rigoler, parce que je crois qu'ils enlèvent plus que ça en France, il me semble, l'INSEE. Ils enlèvent aussi le logement. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ouais, ça me fait rire à chaque fois. Il dit oh, si on enlève le logement, l'énergie, la bouffe, ça va bien. Hein. Ah ouais, ça, tu veux ça. Mais bon, bref, passons. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez sur le tableau, hein, j'ai décembre 2023 jusqu'à juin 2024. Donc j'ai les modifications. Et ce qui se passe, c'est que ça chute. Vous voyez, on est passé de 0,4 en mars 2024, 0,3, 0,2 et les derniers chiffres 0,1. Autrement dit, quasiment pas d'inflation, de montée des prix dans cette catégorie-là. Et ça, c'est un gros voyant rouge pour les Américains, pour plein d'investisseurs américains, parce que ça veut dire que leurs entreprises, ça va pas fort pour les entreprises. C'est un mauvais signal, un très mauvais signal pour l'entreprise américaine, pour la santé économique américaine. Et alors pourquoi un voyant rouge qui s'allume comme ça sur
l'économie américaine, ça fait chuter le marché japonais. Et ben, pour le savoir, il faut s'intéresser à ce que font les banques japonaises et se rendre compte que les banques japonaises sont parmi les plus grosses acheteuses de la planète de produits dérivés, de dettes obligataires d'entreprises américaines. Voilà, en gros, tout ce qui est les CLO, les CDO, les marchés, les dérivés poubelles. Et ben les banques, elles achètent ça, elles achètent toutes les dettes complètement pourries, hein, bon, complètement pourries, mais qui ont un haut taux de rendement. Donc elles se disent, je vais faire du fric là-dessus. Les Japonais achètent l'idée que l'économie américaine, elle va bien, c'est reparti fort, elle est puissante, l'économie américaine, c'est top. Et donc les banques se mettent à acheter à mort les dettes des entreprises qui sont notées poubelles, hein, qui ont des notes complètement pourries, elles achètent à mort, elles se disent ça va bien, ça va bien, ça va bien. Elles mangent les poubelles. Et qu'est-ce qui se passe après? Elles vomissent. Voilà. Elles se mettent à paniquer quand elles voient que bah non, ça va pas du tout bien sur l'économie américaine. Et elles s'en débarrassent et elles vendent tout, elles vendent tout, elles vendent tout, elles vendent tout ce qu'elles ont et elles essaient de se sauver. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi quand on regarde le taux de change entre le dollar américain et le yen. Et on voit que dernièrement, eh ben, le yen s'est vachement renforcé par rapport au dollar. Parce que toutes ces banques japonaises qui avaient acheté ces dettes américaines, eh ben, elles ont voulu revendre les dettes américaines. Mais les dettes américaines sont dénominées en dollars. Et les banques japonaises, elles ne parlent pas en dollars. Enfin, elles parlent en dollars avec les Américains, sinon elles parlent en yens. Donc quand elles se débarrassent de tout ça, ben, elles vendent des dénominations en dollars pour après essayer de revoir des yens. Et donc c'est pour ça qu'on voit ben, ça a joué sur les échanges entre le dollar et le yen. Donc maintenant la question c'est, bon bah ok, donc le stock japonais il s'est gaufré parce que les nouvelles de l'économie américaine sont pas bien et qu'en fait les japonais sont devenus extrêmement dépendants des performances du marché américain. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment aux États-Unis? Est-ce que c'est juste ce truc-là, ça peut être juste un petit voyant comme ça, et puis bon, bah, ça arrive, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un point qui est négatif, mais bon, il n'y a pas un indicateur ultime qu'il faut regarder, qui va nous donner la santé de toute l'économie. C'est pas comme ça l'économie, c'est tellement varié, c'est tellement complexe qu'il faut regarder tout un tas de trucs. Est-ce que c'est juste ça, ou est-ce que les banques japonaises, entre autres, hein, ont eu raison de faire ce qu'elles ont fait, et est-ce que les mouvements qu'on voit sont quelque part logiques, quelque part il y a une raison derrière. Et bien regardons un peu ce qui se passe dans l'économie américaine. Donc voici donc le PMI. Donc ça c'est un sondage. Un sondage, hein, c'est vous appelez quelqu'un et vous lui dites, vous appelez une entreprise américaine, vous appelez une industrie américaine, les manufacturiers, et vous leur demandez comment est-ce que ça va. Est-ce que vous êtes plutôt positif pour les années à venir ou plutôt négatif? Et vous en faites la somme, et en gros, hein, bon, vous savez comment ça fonctionne. Si c'est au-dessus de 50, c'est que la plupart des participants sont positifs, voient les choses, ça va bien. Si c'est en dessous de 50, la plupart des participants voient les choses plutôt de manière pessimiste, ça va plutôt pas très fort. Et bien dernièrement, cet indice, il s'est mis un peu à plonger, vous voyez, hein, les mouvements, on est bien en dessous de 50. Les participants sont plutôt pessimistes. Ça fait un deuxième indicateur qui est pas très bon. Alors bon, ça chute, d'accord, c'est pas encore très très bas, mais ça chute, c'est pas très haut, et surtout on est en dessous de 50, ça veut dire que ça va pas fort. Et ensuite, nous avons eu les chiffres du chômage américain, les chiffres sur l'emploi américain. Et alors là, ça a été une véritable catastrophe. Donc voici ce qu'on appelle le JOLTS. Alors, JOLTS, c'est pour Job Opening Turnover. Ouais. Hey, vous avez Google, vous tapez JOLTS, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez avoir la définition. En gros, c'est un indicateur qui va mesurer le ratio entre les nouveaux arrivants dans les entreprises, ceux qui se font virer, ceux qui trouvent un emploi, par rapport à la population totale. Voilà, ça me fait cette espèce d'indicateur. J'ai encore tapé le micro, désolé. Ça me fait ce joli petit indicateur-là. Et ce qui est intéressant à regarder, donc, c'est que plus cet indicateur est haut, plus ça veut dire que ça va bien sur le marché de l'emploi, que il y a des gens qui trouvent des emplois, les employés ça bouge, grosso modo ça se passe bien, et plus cet indicateur il plonge et il est faible, et plus ça veut dire que ça va mal. Et ce qu'on remarque, ouais, j'ai retrouvé mon petit truc, je suis content, c'est que le stade où on en est là, voilà les derniers chiffres. Les dernières fois que ça avait été aussi mal, bon bah il y avait 2020,
2020, c'était pas vraiment. Attendez, je vais prendre un autre truc. Hop, on va prendre comme ça. Il y avait ici 2020. Est-ce que j'arrive encore à faire? Ah, j'arrive encore à faire, c'est bien. Il y avait ici 2020, mais bon, 2020, c'est pas vraiment une raison économique. C'est plus une raison politique. Hein. Quand on dit, bon, bah, on fout tout le monde au chômage, on arrête de travailler, machin, machin, voilà, ça fait des choses comme ça. Ignorons 2020. La dernière fois que c'était aussi dégueulasse que ce que c'était en ce moment, et ben c'était là, c'était pendant 2008. C'était pendant la grande crise financière de 2008, hein, qui sur le marché de l'euro-dollar, ça a commencé en 2006. Hein. Sur le marché de l'euro-dollar, on voit les premiers signes ici que ça va mal. Et comme j'ai dit en introduction de cette vidéo, on est dans la continuité. D'un point de vue monétaire, ça n'a pas vraiment changé. Donc voici les chiffres de l'emploi qui sont sortis, qui sont extrêmement mauvais sur le marché américain. Et en y regardant de plus près, donc voici le nombre, voici le nombre de chômage, le taux de chômage aux États-Unis. Donc si je dis pas de bêtises, c'est mois par mois. Et vous voyez dernièrement, et ben ça monte, ça monte, ça monte là, depuis mars. Depuis mars, la tendance, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On a de plus en plus de chômeurs, même d'un point de vue officiel, hein, malgré tous les bidouillages qu'on peut faire pour essayer de cacher les chiffres du chômage au gouvernement. Hein. Bon, chez nous, c'est l'INSEE, chez les Américains, c'est le BLS, peu importe. Les chiffres montent, montent, montent. Et alors, si ça n'a pas l'air impressionnant comme ça, quand on regarde le changement sur un an, voici l'espèce de petit graphique qu'on a. Vous voyez, ça remonte de 1968 au dernier chiffre là qu'on a eu. Et voilà, on est, hein. Les changements sur un an, on est là, les gars. On est littéralement à un pic de crise, là. Ça, c'était, bon, 2020. Comme j'ai dit, 2020, voilà, c'est le corona de soin. Fermons les économies, ça va faire du bien. C'est pas que c'était pas une crise, mais c'est que c'était politique. Alors, faut l'expliquer politiquement. Il n'y a pas de raison économique à cette crise, à part que politiquement, on a dit, oh, ce serait génial de faire les trisomiques. Oh. Et la dernière fois, bah, c'était 2008. Hein. C'était là, 2008. Avant ça, il y avait 2001, là il y avait 91, là c'est le double dip des années 80, 80-82, voilà, après 75, 70, bref, toutes les grosses crises économiques, vous voyez, ça fait plein de chômage d'un coup, plein de chômeurs d'un coup, et là on est là, hein. On est à un niveau de crise sur le chômage américain. Donc c'est pas juste un indicateur qui s'est mis à flasher rouge, c'est tout un tas d'indicateurs sur le marché de l'emploi américain, entre autres. On va voir un petit peu, on va voir les marchés monétaires après. Sur le marché de l'emploi américain, c'est des gros voyants rouges qui clignotent un peu partout et qui disent attention, nous sommes arrivés à un point où là maintenant ça va exploser, ça va partir, c'est la grosse crise. Ce n'est que le début, c'est pas juste un petit crack au Japon et puis oh, ça va se remettre vite, réflexion, c'est bon, ça rebondit, c'était un flash crash comme on dit, un truc rapide, puis après c'est bon, passé, c'est bon, on pouvait continuer, il n'y a rien à voir, circuler. Non, 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 non. Les chiffres de l'emploi américain nous parlent plutôt là de quelque chose qui va durer, de quelque chose dont on ne saurait qu'au début. Et d'une façon générale, c'est un peu comme ça quand on est au début d'une crise. Et c'est ce que les banquiers centraux, si vous entendez un banquier central parler de phénomènes non linéaires, c'est ce que je vais vous expliquer là, c'est cette espèce de presque de psychologie de crise, où si je devais faire attendez, je vais faire d'une autre couleur pour vous expliquer. Si je devais faire sur un graphique, vous expliquer un petit peu une crise, comment ça fait sur l'emploi et sur d'autres choses. Disons que, et admettons que verticalement, on ait un axe qui me raconte si je suis en crise ou si je suis pas en crise. Verticalement là, si je suis positif, ici par exemple, si je suis là, c'est que tout va bien, c'est pas la crise, les temps sont fantastiques, c'est génial. Donc ça, c'est mon échelle de temps. Et quand je passe donc sur cette échelle verticale en négatif, bah, c'est que ça va pas. Si j'arrive là, par exemple, c'est que ça va pas. Beaucoup de personnes pensent qu'une crise, ça se passe comme ça. Ça va bien, oh, ça va un peu moins bien, mais encore bien, encore moins bien, oh, et d'un coup, oh, ça y est, c'est la crise. C'est la crise, et là, oh, je rebondis, ça va bien. Etc., etc. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, une crise. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ce qu'on voit plutôt, c'est quelque chose comme ça. Oh, ça va pas fort, ou ça va pas fort, ça va pas fort, ou mais ça va encore, mais ça va pas fort, mais ça va. Et d'un coup, BAM! D'un coup, on part, mais on plonge énormément, quoi. On est sur quelque chose qui est à peu près linéaire, à peu près graduel, on peut le mesurer. Et d'un coup, bam, on arrive à ce point de flexion, et d'un coup, ça pète. Ça part en exponentiel, ça part en quelque chose qui est plus du tout dans la continuité de ce qu'on avait. Et bah, c'est un petit peu les choses qu'on... Enfin,
on a l'impression que c'est un petit peu les choses qu'on voit sur, entre autres, le marché de l'emploi aux États-Unis en ce moment, mais pas qu'aux États-Unis. C'est qu'on arrive, on a fait à peu près rien du tout, vous voyez, ça baisse, ça monte, ça va pas fort. Et là d'un coup, oh. Et après, quels sont les prochains chiffres? Boum, on est là. Et ça explose. Et on arrive sur un peu ce genre de truc, quoi. Vous voyez? On commence un pic, et après, pouf, on part sur des taux de chômage qui sont complètement déments, on part sur énormément de faillites, et ça tout d'un coup, qui arriverait tout d'un coup, et on n'est plus sur une certaine linéarité qu'on peut prévoir. Voilà un petit peu l'idée. Donc ça, c'était pour les chiffres de l'emploi qui sont vraiment pas bons, hein, et les chiffres de l'inflation, hein, d'ailleurs, au passage. Combien il y en a qui étaient à dire depuis ces 4 dernières années, oh, il y a de l'inflation. Surtout les banquiers centraux, ils étaient là. Oh, il y a de l'inflation, les gars, il y a de l'inflation. Ding, 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 petite clochette. Allez, on va monter les taux, là, vite. Ça va faire quelque chose. Ah, je sais pas ce que ça va faire, mais on va dire que ça va faire quelque chose. On va monter les taux parce que ça y est, il y a de l'inflation, il faut combattre l'inflation. Et tout le monde était d'accord. Hein. Et Denise, là, la première, elle était d'accord pour dire qu'il y a de l'inflation. Elle me disait, mais t'as pas vu les prix qui montent, nanani, nanana, mais oui, c'est l'inflation, mon cher monsieur. Elle m'expliquait que c'était ça, l'inflation. Et moi, je savais pas quoi lui dire à Denise, à part lui mettre 2 baves dans sa tête. Et bon. Et c'était un peu la situation où je me retrouve tout seul contre tout le monde à dire non, il n'y a pas d'inflation. Et tout le monde me dit, t'as pas vu les prix qui montent, bien sûr que si, il y a de l'inflation. Et c'est un peu étrange hein, parfois d'être dans son coin comme ça, oulala, tout le monde croit que, mais en fait peut-être pas. Alors, rappelez-vous que l'inflation, c'est toujours un phénomène monétaire. L'inflation, c'est toujours un phénomène monétaire. L'inflation, ça ne veut pas dire un prix qui monte. Quand vous avez un prix qui monte, ça ne veut pas forcément dire que vous avez de l'inflation. C'est une conséquence éventuelle d'une inflation. Mais quand vous dites au Corona de soin, on reste... tout le monde reste assis sur ses fesses, à se croiser les bras, on ferme toutes les entreprises, on ferme tout, bah du coup on ne produit plus rien. Les prix se mettent à monter, bah ouais, les prix se mettent à monter, mais ça ne veut pas dire que la masse monétaire elle a monté. Les prix se mettent à monter parce qu'on a décidé de tous fermer nos économies. Quand après on rouvre les économies et que ça fait le bordel logistiquement un peu de partout, bah ouais, ça refait encore des prix qui montent, mais encore une fois, c'est pas monétaire. Quand on se met à se fâcher contre les Russes ou à se fâcher contre les Ukrainiens ou contre je ne sais pas qui là, qu'on se dit on veut plus de votre gaz, on veut plus de vos ressources, on va vous mettre des taxes en plus des machins, bah pareil, ça fait monter les prix. Mais c'est pas monétaire. C'est pas monétaire. Et c'est important de savoir si c'est monétaire ou pas, parce que ça va nous dire si c'est tenable ou pas. Si c'est monétaire, si c'est une augmentation des prix dont à l'origine c'est une augmentation de la masse monétaire, c'est une montée des prix qui va être alimentée. Elle va être alimentée par des salaires qui montent, elle va être alimentée par toute une masse monétaire grandissante, qui va faire en sorte que cette montée des prix, elle va être tenable sur de longues années, elle va être tenable au long terme. Si on a une augmentation des prix qui à l'origine n'est pas une augmentation des bassins monétaires ou d'une activité, eh ben cette augmentation des prix, elle n'est pas tenable. La seule chose à laquelle on va aller, c'est un gros crack, et puis là ça va descendre d'un coup, pour revenir à un niveau un peu plus réaliste par rapport à l'économie réelle. C'est ça que j'essaie de dire. Et donc, quand je regarde les marchés monétaires, donc une certaine vision du marché monétaire, pour moi, c'est de regarder le marché obligataire américain, donc la courbe que vous voyez là, le 10 ans américain. Donc, c'est la dette étatique américaine qui a une maturité de 10 ans, donc ce qu'on appelle du long terme. Pour moi, ceci est une des meilleures réflexions qu'on peut avoir, une des meilleures vues du hublot, si on peut dire, sur qu'est-ce qui se passe dans les marchés monétaires et sur ce que ça veut dire. Ceci est une réflexion de ce que le marché pense de la croissance plus l'inflation. Croissance plus inflation égale cette courbe en rouge. Et quand je vois que dernièrement, on est autour de 3%, 2,5%, 3%, on a longtemps été à 2%, et qu'on me raconte qu'à 2% sur le 10 ans, je peux avoir de la croissance et énormément d'inflation, moi je rigole. Moi je rigole. Moi je dis, non, c'est autre chose. C'est une montée des prix, certes, mais n'appelons pas ça de l'inflation, sinon après on va se mélanger. Bon, donc ce que je voulais vous montrer, c'est surtout la courbe en bleu. Donc la courbe en rouge et la courbe en vert, ça c'est le 10 ans et le 2 ans américain. Donc le 10 ans, c'est le long terme, ce qu'on appelle le long terme, c'est ce que je viens d'expliquer. À 2 ans, c'est le court terme. Et vous savez, parfois ça s'inverse, parfois ça s'inverse pas. Donc la courbe en bleu, c'est le 10 ans moins le 2 ans, c'est est-ce qu'elle est inversée ou pas. Et oui, hein, comme vous le savez maintenant, à chaque fois qu'elle s'inverse, ça nous prévient d'une crise à venir. Donc elle s'était inversée, il y a un petit moment maintenant, hein, c'était en 2022 qu'elle s'était inversée, ouais.
Elle s'était inversée en 2022. Et là, dernièrement, le 10 ans et le 2 ans, je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Hop, si ça veut bien, attendez. On va faire depuis quand? Depuis 2020 peut-être. Et là, dernièrement, il se passe quelque chose d'assez étonnant. Hop, il se passe que mes deux courbes, les deux courbes sont en train de descendre, et en même temps, elles sont en train de se désinverser. Vous voyez? La différence entre les deux, elle devient presque nulle, et le long terme est en train de revenir positif par rapport au court terme, de se désinverser. Les seules fois où ça arrive, et c'est le cas classique à chaque fois que ça arrive, c'est quand on est dans une crise. Quand on est dans une crise, quand ça saigne sur les marchés, quand ça saigne dans l'économie, la courbe de taux qui était inversée repasse positif, et elle repasse positif en tombant. Les taux chutent, les taux des deux chutent. C'est un cas littéralement classique, hein, vous pouvez regarder historiquement, c'est quasiment à chaque fois que ça fait ça, et ça arrive au moment où ça saigne. Donc là, ce que me dit le marché monétaire, ce que me dit le marché monétaire américain, c'est que c'est en train de saigner là. Dans l'économie, c'est en train de saigner, le marché monétaire est en train de dire, oh là là, fuyons vite vers la sécurité, achetons, fonçons vers les assets qu'on trouve les plus sûrs, qui sont le marché obligataire en priorité, et fuyons l'économie, fuyons la véritable économie, fuyons tous les marchés, l'immobilier, tout ce que vous pouvez imaginer. Réfugions-nous en haut du bananier, parce que là, c'est pas le moment de se retrouver avec tout le monde en train de jouer au bac à sable, quoi. Il y a le tsunami qui arrive quelque part. Et donc, c'est ce qu'on va regarder sur plusieurs graphes, et on va après voir un peu ce qui se passe aussi en Europe à la fin. Donc, nous voyons maintenant les positions. Donc, ça, c'est un graphe de la. Alors, ça, FRBNY, ça veut dire l'entité de la Fed, donc de la Banque Centrale Américaine de New York. Voilà, c'est New York. Hein, c'est la Banque Centrale Américaine, elle est divisée en plusieurs entités locales. Donc, ça, c'est l'entité de New York, mais c'est la Réserve fédérale, hein, tout pareil. Donc c'est les dealers primaires. Les dealers primaires, hein, c'est ces grandes banques institutionnelles qui ont été graciées par la Fed. Il y a le prince Fed qui a pris son sceptre et qui a gracié certaines banques en leur donnant le droit de faire des choses que d'autres n'ont pas, en leur donnant accès à certains services sur les marchés du repo, du reverse repo, etc. Et donc ça, c'est la position de ces banques-là en regard du marché obligataire. Et ce qu'on voit, c'est que, ils sont en train, donc ces grandes institutions financières sont en train de se gaver de marchés obligataires, d'obligations américaines, de dettes américaines, qui est considérée comme étant la sûreté. C'est la sûreté, les taux sont bas, ça rapporte pas beaucoup, mais quand ça saigne partout, c'est ça qu'il faut avoir. Et les banques américaines en achètent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et il n'y a pas que les banques américaines, parce que à la Fed, donc là, vous voyez, là, je suis sur le site de l'agence de New York. Il existe ce truc-là qui s'appelle Central Bank International Account Service qui offre aux institutions étrangères, donc surtout aux banques centrales étrangères, la possibilité de faire du repo et du reverse repo avec la Fed, donc avec des dollars et avec des obligations américaines. Et c'est exactement ce que je regarde là. Quelle est la quantité qui est faite donc par des agences étrangères, hein, pas par les agences américaines, cette fois-ci par les agences étrangères en reverse repo sur la Fed, donc pour avoir les obligations américaines, regardez un petit peu, ça n'a jamais été aussi haut, ça monte, ça monte, ça monte, les étrangers, les Européens les premiers, achètent à mort les obligations américaines. Et pourquoi elles font ça? Parce que c'est le refuge de quand ça va mal, vous avez intérêt à avoir ça, sinon ça va encore plus mal pour vous. C'est considéré comme l'asset le plus sûr. Il y a une véritable course vers la sécurité qui est en train de se jouer en ce moment. Et en voilà une autre façon de la voir. Donc ça, pour le coup, c'est pour nous. C'est au sein de la Banque Centrale Européenne. Quels sont donc les MFI? Ce sont les grandes banques et les grandes institutions européennes monétaires. Donc pensez, par exemple, toutes les banques centrales locales. Alors, quand je dis locales, je parle d'un point de vue européen. Alors, la Banque de France, la Banque d'Allemagne, etc. Plus les grandes banques européennes. Quelles sont leurs positions vis-à-vis des obligations européennes? Et regardez, si c'était à des points assez bas en 2023, depuis c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et il y a eu un espèce de rush depuis début 2024, là, qui est assez impressionnant. Ça monte, ça monte en flèche. Les banques européennes, entre autres, se jettent vers la sécurité. Alors, qu'est-ce que tout ça peut bien me dire? Ça veut me dire que les problèmes
C'est pas juste un flash crash qui est en train de se passer. Là, on va avoir une belle période où ça va saigner. On arrive à, à une période de crise. Hein. On arrive à une énième récession depuis la dernière grande crise financière de 2008. Et ça va saigner. Hein. Ça va saigner, on y arrive. Hein. Évidemment, sur le court terme, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Hein. Que vont faire les marchés demain? Ça se trouve, demain, ils vont rebondir de 4%. J'en ai absolument aucune idée, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Bon, c'est tout à fait possible. C'est plus là sur le moyen terme. Sur le moyen terme, on s'attend à ce que le chômage explose aux États-Unis, à ce que la situation se dégrade un petit peu partout, à ce que ça saigne, et malheureusement, ouais, malheureusement, c'est bel et bien le début d'une énième récession.